Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'émission de la Commission centrale de Port-Calfi Bantal Fouta-Zalon sur l'histoire de la Guinée. Et aujourd'hui aussi, nous sommes mercredi et nous sommes à 22h30. Vous savez que ce sont les mercredis que nous nous réunissons pour lire toujours l'histoire récente de notre pays. L'histoire qui a été marquée par le pouvoir absolu et nuisible de Sékou Touré. Sékou Touré, malgré son manque de formation intellectuelle, a eu ce qu'on appelle l'intelligence nuisible. C'est ainsi qu'il a monté notre histoire de toutes pièces et pour consolider son pouvoir absolu, sa tyrannie et sa révolution de mensonges, il s'est servi de faux symboles. Nous avons tous entendu parler de l'affaire Mbalia Camara. C'est un faux symbole que Sékou Touré a inventé de toutes pièces pour les besoins de sa cause. Donc aujourd'hui, nous allons écouter un exposé sur l'histoire de Émile Tompapa, qui est lié à Mbalia Camara, qui connaît Mbalia Camara et qui a donné toute la vérité sur toute cette affaire de Mbalia Camara inventée, montée par Sékou Touré et son système, le PDG. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Bachir Ba pour son exposé. Et après son exposé, le panel de la Commission centrale de Port-Calfi Bantal Fouta-Zalon donnera ses contributions. Ensuite, nous aurons les contributions du panel de la grande radio Gandal. Et enfin, la parole sera au public. L'émission autant en français aujourd'hui. Vous pouvez vous exprimer dans la langue de choix. Nous traduirons en français. Donc, sans plus tarder, M. Ba, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Bien, merci beaucoup, M. Barry. Je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ainsi que le staff de la radio Fréquence Gandal. Et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, nous leur souhaitons une bonne journée, où qu'ils soient. Comme vous l'avez indiqué, on revient aujourd'hui revisiter une page salie de notre histoire et à travers une innocente personne dont la mort accidentelle a été utilisée à des fins de propagande et dont beaucoup de gens de notre pays souffrent encore. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui, et innocemment, célèbrent la mort de Mbalia Camara avec outrage, en croyant que c'était une victime de ce qu'ils ont cru être le colonialisme. Il n'en est absolument rien. Et comme les vérités historiques mettent beaucoup de temps à sortir, il nous est tombé dans les mains un livre écrit par Émile Tompapa, qui était un journaliste et qui a été directeur de la radio guinéenne du temps de Sékou Touré, et qui est très lié, comme l'a expliqué M. Barry, à Mbalia Camara, et qui donne des versions très sensées à l'opposé de tout ce que le PDG a fait ingurgiter à des générations et des générations de Guinéens, dont certains, encore aujourd'hui, croient innocemment que Mbalia Camara c'était une victime de ce qu'ils appelaient le colonialisme. Eh bien, sans plus tarder, nous allons présenter le contenu du livre le plus succinctement possible, parce que c'est un livre dont nous conseillons la lecture à tout le monde. Il se vend sur Amazon et le titre du livre est assez évocateur et direct. Mbalia Camara n'a pas été assassiné par Émile Tompapa. La présentation succincte de l'auteur, Émile Tompapa est un haut cadre de la Guinée qui est décédé en 2005
Il était journaliste, musicien, c'était un témoin privilégié de la vie de la Guinée de son temps, en tant que journaliste et cadre de haut niveau de la hiérarchie de l'État. Son témoignage est d'autant plus significatif qu'il est lié à Mbalia Camara. Et j'explique succinctement leur relation pour les situer le contexte de son témoignage. La petite Mbalia Camara, qui est née en 1935, fut amenée dans la famille chez la maman de Hamilton Papa à l'âge de 10 ans. Elle a été éduquée donc par la maman de Hamilton Papa. À l'âge de 7, elle est restée environ 7 ans, jusqu'au moment où il a été décidé de la marier. Et ils sont venus faire la demande de mariage chez la maman de Hamilton Papa pour la marier à un certain Tcherno Camara, qu'on appelait Tcherno Clairon, parce qu'il jouait du clairon, c'était un ancien militaire colonial, et par déformation, on l'appelait Tcherno Kelron, sur lequel on reviendra parce que c'est lui qui a été à la base des incidents qui ont coûté la vie à sa femme. Et les liens entre Hamilton Papa et Almami David Tondo Sylla, on va rappeler le nom là tout à l'heure, parce qu'Almami David Tondo Sylla, c'est la personne qui a été vilipendée et accusée d'avoir pris un sabre et plongé dans le ventre de Mbalia Camara qui était enceinte de 8 mois. Et Hamilton Papa montre qu'il n'en est absolument rien. Moi, quand j'étais enfant, comme je l'ai dit, on nous disait que David Tondon avait coupé le sein gauche de Mbalia Camara. Donc, Hamilton Papa, voilà comment Hamilton Papa et Almami David Sylla Tondon se lient. La mère de Hamilton Papa fut mariée en première noces au frère de Almami David Sylla. Donc, Hamilton Papa a des frères de même mère qui sont les neveux directs de Almami David Tondon Sylla. Ils sont très liés donc avec la famille de Almami David Tondon Sylla. Il est très lié en même temps à Mbalia Camara. Quant au personnage qu'on appelle Tcherno Camara, alias Kelron, qui fut le mari de Mbalia Camara, Tcherno Camara, c'était un ancien militaire, comme on l'a dit, qui était un courtisan de Almami David Sylla. Et c'était son collecteur d'impôts. Il était réputé intraitable et plus tard, sur des circonstances dans lesquelles on reviendra, il s'opposera à son ancien patron et provoquera une embuscade dans laquelle sa femme, par accident, périra. Et le PDG va utiliser ça comme campagne. Maintenant, le lien entre Mbalia Camara et Almami David Sylla, comme on l'a dit, le père de Mbalia Camara était un chef de village qui s'appelait Alkali Fodé Seydou Camara. Il était chef du village de Posséa qui relevait du canton dont Almami David Sylla Tondon était le chef. Et leur lien familial était assez poussé dans la mesure où le premier fils de Mbalia Camara porte le nom de Almami David Sylla. Voilà le contexte qu'on va expliquer tout à l'heure pour montrer que l'absurdité proclamée par le PDG que Almami David Sylla aurait plongé un sabre dans le ventre d'une femme enceinte qui est la fille d'un de ses chefs de village et dont le premier fils porte son nom. Donc, pour ce qui est de l'ouvrage, on va revenir à une présentation succincte avant de détailler plus les incidents qui ont entouré la mort accidentelle de Mbalia Camara. Hamilton Papa mourut en 2005. Il a dit dans le livre qu'il a écrit le livre par devoir de mémoire. Et le livre a été publié à titre posthume seulement en 2017. Comme indiqué, il était un parent très proche. Son livre rend un très bon service à l'histoire de la Guinée. Il donne des éclairages sur les circonstances de la mort de Mbalia Camara. Il discrédite de façon définitive et pertinente, avec des détails à l'appui, la propagande du PDG qui a voulu faire d'une héroïne une victime accidentelle de la violence que le PDG instiga à travers le mari de cette femme. Le livre démontre que Mbalia Camara était plutôt une victime de cette violence et non de sabre, comme on l'a prétendu, de sabre de David
Tondon Silla. Balia Camara était une jeune ménagère innocente, elle n'avait que 20 ans quand elle est morte. Elle n'avait aucun engagement politique, contrairement à la géographie du PDG qui la présente comme une Amazone de la lutte de l'indépendance. Elle est morte à la suite d'un pur accident. Elle n'était même pas présente à la scène de la violence qui opposait les gardes de cercle aux militants du RDRDA. Elle était dans un lac proche de la Seine. Quand elle chercha à s'enfuir en entendant les coups de feu, comme beaucoup de lavandières, elle fut touchée par un éclat de grenade lacrymogène sur son abdomen. Alors qu'elle était enceinte de 8 mois, elle mourra d'une infection 6 jours plus tard, après qu'on l'ait transportée à pied sur une distance d'environ 150 km de Tondon à Conakry. Comme je l'ai indiqué, il reste encore beaucoup de générations de Guinéens qui ont été abreuvés d'une fausse mythologie qu'il est temps de laver. Hamilton Papa nous rend un grand service en donnant les faits tels qu'ils étaient. Parce que bien qu'il soit jeune à l'époque, il a été témoin et très proche parce que, comme on l'a indiqué, il était lié aux principaux acteurs de cet incident que le PDG transformera en épisode de lutte anticoloniale. Et puis, après l'indépendance, il explique énormément de choses sur lesquelles on va revenir de plus en détail. Et comme on le verra même, David Tondon sera arrêté par Sékou Touré plus tard, bien qu'il n'ait pas été arrêté par les colons. Ça montre qu'il n'avait rien commis comme faute. Et pour Hamilton Papa, il explique au journaliste qui a publié son livre à titre posthume, et le journaliste lui demande pourquoi il a écrit le livre. Il insiste, il dit qu'il fallait que le monde sache en faire la vérité de ce fait dramatique. Ça, je cite les phrases de son livre. Et le journaliste qui a publié le livre lui demande pourquoi ne l'avez-vous pas fait sous le régime du PDG. Alors il répond de façon intéressante et directe. Il dit c'est simple. Je dis que si par effronterie ou par impudence, je l'avais fait sous le régime du RDA, croyez-moi que je ne serais sûrement pas là aujourd'hui pour relater tout ce que vous avez appris et pour cause. Voilà donc pourquoi le livre a été écrit tardivement et il commençait à se faire vieux. Il a demandé à son neveu du nom de Yansané, qui a fait publier le livre, d'aller chercher des cartons où il a beaucoup de manuscrits. Et nous, on a cherché à prendre contact avec M. Yansané pour voir les autres livres que Hamilton Papa aurait écrits pour aider à leur publication. Parce que comme on l'a toujours insisté ici, on cherche à éclairer ces pages assombrées de notre histoire. Et si d'aventure il y a des personnes qui ont un contact avec M. Yansané, ainsi que les fils de Hamilton Papa, eh bien, on serait très heureux de prendre contact avec eux pour voir ce que leur père a gardé comme héritage, pour pouvoir le diffuser, pour laver notre histoire des toxins du régime du PDG. Après Hamilton Papa et le livre, après la présentation succincte du livre, de ses motivations et de ses objectifs, on va parler un peu, suivre la chronologie du livre, où Hamilton Papa présente Almami David Silla dans la lignée du canton de l'Abaya. Il dit qu'Almami David Silla est le descendant d'une lignée du chef de l'Abaya, qu'on appelle aussi le Fareya. C'est une région des montagnes au versant des contreforts du Fouta-Djallon, pas loin du fleuve Concouré. Ses ancêtres étaient des cultivateurs et des chasseurs qui tracent leur origine au Sahel. Parmi eux, il y a Manga Farem, Manga Kati, Almami Salimoudou et Bella Ansoumani, qui est le père de David Tondon Silla. Le Fareya faisait partie d'une confédération de 5 royaumes de la Basse-Guinée, qui sont le Fareya, le Kania, le Moréa, le Bouramaya et le Sumbuya. Almami David Silla, il naquit donc dans cette lignée, suite à cette lignée en 1895. Très tôt, il démontra une intelligence très vive et à l'âge de 10 ans, on l'amène étudier le Coran chez des maîtres Peul de Baguiné puis à Télémélé. Il revint 2 ans plus tard à Fareya en 1907 à l'âge de 12 ans et il sera aussitôt envoyé à l'école
des missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit dans une petite bourgade qu'on venait de défricher qui s'appelle Bofa. Un de ses maîtres s'appelait Père Jean-Baptiste Rimbaud. Ce dernier va lui changer son nom de Daouda à celui chrétien de David. Donc, son nom d'origine, c'est Daouda Silla. Et quand il a fréquenté l'école chrétienne, ils ont changé son nom, comme on sait que l'équivalent de Daouda dans la mythologie chrétienne, c'est David. C'était un élève extrêmement brillant. Il se fait remarquer par le commandant du cercle du Rio Pongo, qui l'embarquera dans une golande pour étudier à William Ponty. Mais à William Ponty, il ne finira pas ses études. Il préférera retourner à l'Abaya pour se positionner dans la succession de chef de canton de son père. C'est ainsi qu'en 1930, il passe avec brio le concours des commis expéditionnels de l'AOF et il demande à être affecté à Dubreka dont le canton de l'Abaya dépendait. Le gouverneur validera sa nomination à la succession de son père une année après, en 1931. Une fois chef de canton, David Silla se montre extrêmement entreprenant. Il engage des travaux considérables de topographie de son canton, de cadastre et d'irrigation. Il fut beaucoup apprécié par son dynamisme et son zèle, ainsi que par son intelligence par les autorités coloniales, et il fera déménager le canton à Tondon. Le canton était situé à un village proche, il le fera déménager à Tondon. Il sera chef pendant 25 ans, pendant 24 ans de 1931 à 1955, suite à la mort accidentelle de Balia Camara. Maintenant, revenons à Thierno Kelron, qui est le mari de Balia Camara et qui, comme on l'a dit, était le collecteur d'impôts de David Tondon. Et en tant que percepteur d'impôts, Thierno Camara n'était pas populaire dans le Labaya. Il était encore plus haï par sa brutalité. Il se prévalait des relations avec l'Allemagne Tondon pour se conduire comme bon lui semblait. Entre 1952 et 1954, Thierno Kelron sera accusé de plusieurs malversations et de plusieurs détournements de recettes fiscales. Almami David Silla le fera arrêter et le traduira en justice. Il sera condamné par le tribunal de Dubreka à 13 mois de prison ferme pour détournement de deniers publics. Ensuite, Almami David Silla aura pitié de lui et il usera de ses connexions avec l'administration coloniale pour faire une remise de peine en disant qu'il s'est bien comporté en prison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il était en prison, il avait été recruté par des agents du PDG qui jouaient sur son passé de bandit pour l'opposer à son ancien patron, et qui est David Silla, David Tondon, qui était le chef de canton. Ils lui firent miroiter le poste de chef de canton quand il sortira de prison, qui vont enlever le chef de canton et qui vont le nommer à la place de son ancien patron. Ainsi, dès qu'il est libéré, il devient un agent très actif du RDA pour combattre le BAG dont Almami David Silla était membre. Comme on l'a raconté ici plusieurs fois, et ça aussi c'est un avantage du livre, le livre campe de façon allusive certes, mais avec des détails, toutes les violences qui ont éclaté par les milices du PDG RDA de l'époque en s'attaquant principalement aux gens du BAG. On a expliqué ça, c'est une page que le PDG a cherché à effacer totalement de notre histoire. Eh bien, à travers tous les livres qu'on écrit, elle revient de force. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Balia Camara et de sa mort accidentelle, cette mort s'inscrit, le contexte de cette mort, c'est bien cette lutte et cette violence que le PDG a engagée contre ses concurrents. Et on l'a répété ici encore, et répétons-le encore une fois, grâce à la complicité du gouverneur des colonies, qui était l'amant homosexuel de Sékou Touré. Donc, les agents du RDA, Sékou Touré a recruté beaucoup de milices, beaucoup de gens mécontents, des prisonniers, des repris de justice, ils voyaient des mécontents dans des familles, et bien ils venaient les recruter. C'est ainsi que Thierno Kelron a été recruté dans les milices du RDA. Et que Émile Tompapa rapporte même qu'un de ses frères de même mère, du nom de Daouda Silla, qu'on appelle Dédé, était le complice de Thierno Kelron, avec lequel il parcourait tous les hameaux du canton et en provoquant des bagarres, des destructions de biens contre les agents du BAG, tout juste pour provoquer son ancien patron. Et c'est dans ce contexte que le jour fatidique du 30 janvier 1955 se produisit.
les incidents fatidiques. Le 30 janvier 1955, David Tournon revenait d'un baptême d'un village Peul du nom de Bambaya, à 4 km du chef-lieu du canton de Tondon. On lui avait donné le nom du nouveau-né. Donc il s'est rendu au baptême. David Tondon se rendit au village connu pour être très réfractaire au paiement des impôts et il cherchait à diffuser les tensions en usant de la diplomatie. Du fait de laquelle chaleureux, il reprit le chemin du retour tout heureux avec son aéroport chargé de cadeaux au son de sa tabala de chauffe. Et contre toute attente, des hommes embusqués leur sautent dessus, des hommes étaient embusqués dans des herbes, leur sautent dessus et les attaquèrent. Ils rouèrent du coup le chef de canton, ils tentèrent de le saisir, de le faire tomber de son cheval. David Tournon sortit son sabre et se défendit vaillamment. Il coupa même la main d'un de ses assaillants. Parmi ses accompagnateurs, il y eut beaucoup de blessés. Le Peul dont on avait célébré le baptême du fils sera battu, il perdra 10 dents. Donc, dès que les assaillants furent repoussés, David Tournon le fera évacuer à Dubreka pour des soins et il utilisera comme preuve matérielle de l'attaque dont il a été l'objet par les bandes du RDA, lui qui était chef de canton. Et en même temps, il demanda un secours des gardes au commandant de cercle à Dubreka. Ce dernier lui envoya aussitôt un contingent de gardes de cercle pour protéger le village. Et il y a un détail assez intéressant que Émile Papa donne. Il dit que ce dernier n'a pas attendu, ce dernier s'est référé au gouverneur de Conakry, mais les deux n'ont pas attendu la décision du gouverneur général de Dakar qui est Cornut Gentil. C'est extrêmement important parce que ce sous-entendu en lui-même montre que si peut-être ils avaient demandé l'avis de Cornut Gentil, celui-ci leur aura interdit de protéger l'ennemi, l'adversaire de Sékou Touré à Tondon, qui est David Silla. Donc ça, c'était le 31 janvier. Le 30 janvier. Les 6 commandes-cars arrivent à Tondon, venant de Dubreka, et le village se remettait de ses émotions. Plusieurs des émeutiers avaient été arrêtés. Parmi eux, il y avait Tcherno Kerron qui avait été reconnu comme le meneur du mouvement et de l'attaque. Les autres militants du RDA se mobilisèrent pour affronter les gendarmes qui arrivaient pour protéger la ville contre les assaillants du RDA. Ils s'armèrent de sabres, de frondes, de fusils, de chasse pour se ruer sur la route principale de Tominé. Ils abattirent des arbres bordant les côtés de la route. Ils se livrent à des jets de prière contre les gardes de cercle. Les forces de l'ordre arrivent et font usage de gaz lacrymogène. Almami David Silla donna main forte aux forces de l'ordre en bravant les émeutiers, et à pied et sur son cheval, il utilisa son sabre pour défendre les forces de l'ordre qui venaient à son secours. Balia Camara était dans un petit lac à côté de l'endroit où il y a eu l'attaque, l'affrontement entre les gens du RGA et les gardes de cercle. Eh bien, quand ils entendirent des coups de feu, quand les femmes qui faisaient de la lessive au petit lac proche, quand elles entendirent, certaines abandonnèrent leur linge et Balia, en s'enfuyant, rappelons qu'elle était enceinte de 8 mois et âgée de 20 ans. Elle fut touchée par une explosion proche, un minuscule éclat de métal d'une grenade lacrymogène balancée par les gardes de cercle se logea sur son fœtus entre l'abdomen et l'épiderme, provoquant une hémorragie. Comme on l'a dit, des émeutiers avaient été arrêtés, transférés, et parmi eux, il y avait Tcherno Kerron. Mais aussi, il y avait beaucoup de blessés qui avaient attaqué le convoi du chef. Et comble de l'ironie, le père de Balia Camara était avec David Tondon. Lui aussi, il sera battu et devra être hospitalisé. L'échauffourée continuera avec des incendies et des ravages de biens. Au crépuscule, tout le village était à feu et couvert de fumée. Et le peloton de garde de cercle fut laissé pour maintenir l'ordre durant la nuit. Et Balia était blessé. Des habitants du village se chargent, voyant que l'hémorragie ne s'arrêtait pas, se chargent de la transporter. Et rappelons qu'entre Tondon et Dubreka, c'est environ 120 km.
s'il n'y avait pas de véhicule, ils la mettent dans un hamac et puis ils empruntent par pied le parcours de 120 km. Malia était dans un hamac, son hémorragie continuait. La marche dura 3 jours et 3 nuits. L'infection s'aggravait parce que elle était avec des paysans qui la transportaient avant, qui lui appliquaient des concoctions sans aucune règle d'hygiène. Quand elle arrive à Dubrika, elle se fait examiner par le docteur Samake, qui était un proche du RDA lié à Madera Keita. Vu l'état de l'infection, le docteur Samake recommande de l'amener à Conakry. Les transporteurs la prennent sur le hamac et arrivent à la gare de Kabelin. Là, ils prirent le train pour arriver à l'hôpital Balais, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Ignace Dine. Ils arrivent à 19h30 le 3 février. Pendant 5 jours, les médecins cherchent à sauver Malia. Impossible. Elle décédera sur la table d'opération entre la nuit du 8 et du 9 février 1955. Elle était assistée par le docteur Jean-Pierre Colomos et le docteur Ignace Dine, dont l'hôpital a été baptisé du nom. Donc voilà les faits accidentels qui ont conduit au décès de Malia. Eh bien, ce que Hamilton Papa rappelle dans le livre, il dit que c'était en période préélectorale, ce mois de février. Alors, le PDG va monter toute une campagne et pour attaquer en règle le BAG, surtout qu'Almami David Silla était un membre éminent du BAG. Et pendant l'enterrement, il multiplie les symboles, il demande à tous ceux qui participent de donner un caillou, de jeter dans un caillou. Après, ils viennent compter les cailloux, ils disent qu'il y a entre 16 000 et 25 000 personnes pour les funérailles, ce qui était beaucoup à l'époque. Et Hamilton Papa fait une précision extrêmement importante. Il dit, je cite verbatim, il dit, comment de nos jours on continue à émettre cette aberration monstrueuse des propagandistes qui voudraient qu'en l'occurrence, une femme enceinte portant un fœtus vivant de 8 mois dans le ventre aura été transpercée de part en part à l'aide d'un sabre, puisse survivre à l'estocade et ne mourir que 6 jours plus tard après avoir parcouru une distance d'environ 197 km du lieu de l'attentat. En moins d'un miracle, cela est impensable pour étayer l'assassinat dont le RDA a eu affublé la responsabilité le 9 février 1955 au chef de canton de l'Abaya, David Tondo. Je lis à verbatim ce qu'il a dit dans son livre. Donc, c'est absolument impensable qu'elle ait survécu si, comme on l'a dit, elle avait été transpercée du ventre par un sabre. C'est absolument impensable dans l'intention, dans la motivation, parce qu'on sait que cette fille était environ comme sa filleule. Son papa était son adjoint et le premier fils de Malia Camara portait son nom. Et encore, comme preuve supplémentaire que David Tondo n'était absolument pas impliqué dans cet accident, les autorités coloniales ne l'arrêtent pas. Et rappelons qu'auparavant, bien que chef de canton, il avait été arrêté 2 fois. Il avait même été emprisonné brièvement suite à des plaintes de ces sujets. La seconde fois, il sera reconnu non coupable et sera rétabli dans ses droits. Donc, rappelons que cette imagerie qu'on a de la justice coloniale, de l'indigénat, elle n'existait plus en Guinée. Les gens se plaignaient et les colons suivaient de près toutes les plaintes. Il y avait une cour de justice qui marchait. Donc, le chef de canton de l'Abaya, qui est David Tondo, avait été même emprisonné pour infraction à la loi. Hamilton Papa n'a pas élaboré les circonstances dans lesquelles il a été emprisonné la première fois, ni la deuxième fois quand il a été jugé et acquitté. Mais cette fois-ci, il n'a même pas été inquiété. Mais une mesure politique est prise qui l'assigne à résidence à Conakry pour éviter justement des affrontements supplémentaires. Il reste quelques jours à Conakry et comprenant que l'atmosphère
ne s'arrangeait pas, on commençait à l'accuser de tous les maux, à le mettre réellement au pilori. Il s'exile à Dakar. Et Émile Papa indique qu'arrivé à Dakar, il retrouvera d'autres compagnons et victimes de la violence politique du PDG, des compagnons dont certains sont très connus dans notre histoire, dont on a parlé ici, certains. Il y trouvera Amara Souma, Faraba Ndiakité, Sadou Bobo Diallo, Souley Sidibé, Mamadi Keita, ainsi que les syndicalistes Louis David Souma et Firmin Johnson de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc déjà, en 1955, du fait de la violence du PDG, des concurrents avaient fui la Guinée, s'étaient réfugiés au Sénégal, parce que Sékou Touré ferait régner la terreur en Guinée grâce à la complicité du gouverneur seulement. Donc David Tondon se retrouvera à Dakar en 1955. Il s'exilera là-bas avec beaucoup de membres de sa famille. Il retrouvera des compagnons du BAG et d'autres mouvements qui étaient opposés à la violence, qui fuyaient la violence de Sékou Touré. Il y reste jusqu'en 1959 après l'indépendance. Et on sait que, on l'a répété ici souvent, l'engouement qui a suivi l'indépendance. Beaucoup de cadres revenaient, c'était un gouvernement d'union nationale, les partis politiques sont dissous, tout le monde croit que tout le monde est devenu frère et sœur, comme on le chante. David Tondon revient en 1955, il s'installe non pas à Tondon, mais il s'installe à Mankepa à Conakry avec le reste de sa famille. Peu après son retour, Sékou Touré lui accorde une audience. Et avec son frère Dédé, dont on a parlé, qui était le complice et compère de Thierno Kelron. Et David Silla, à sa rencontre avec Sékou Touré, était en larmes. Il dit à Sékou Touré qu'ils sont des frères. Il reconnaissait avoir mal compris le sens de la lutte du RDA et de s'y être opposé en bonne foi, convaincu que la Guinée ne pourrait venir à bout de la colonisation avec la violence, dont il voyait le Sékou Touré faire la pratique. En réponse, Sékou Touré dira qu'il est libre de circuler dans tout le pays, mais à la condition qu'il sache qu'il n'est plus chef de canton. C'est ainsi qu'il s'établira non pas à Tondon, mais à Conakry, à Mankepa. Entre-temps, Émile Papa raconte certaines scènes familiales, dont le décès de sa maman, qui était très lié à David Tondon, et David Tondon sera très touché par le décès de sa tante, qui est la mère de Émile Papa. Et en 1966, David Tondon décide d'aller à la Mecque. Il raconte une scène qui décrit un peu le personnage de David Tondon, qu'on a dépeint comme un être sanguinaire, comme un mercenaire. C'est l'image qu'on nous a laissée, nous, quand on était jeunes. Eh bien, je me permets ici de rappeler tout juste la scène que rapporte Émile Papa sur David Tondon avant son départ pour la Mecque. Et rappelons que son nom de David a été une transformation de son nom de Daouda. Contrairement à ce qui a été chanté, il n'était pas christianisé. C'était un musulman. La preuve est qu'en 1966, il est allé à la Mecque. Et avant son départ, il convoque Émile, son papa, il lui présente 3 noix de cola. Il demande à Émile de faire la prière. Mais rappelons qu'Émile, son papa, lui, son père étant chrétien, il était chrétien. Émile prie de cours, fait des prières en latin, comme il a appris à l'église, alors que les autres disaient Amin. Et à la fin, Almami David Tonosila et son frère Dédé disent Amen pendant qu'Émile faisait ses prières. Ensuite, il récite la Fatiha. Émile raconte qu'après les prières, Almami David Tono était très content et convaincu que son pèlerinage à la Mecque allait se dérouler dans de bonnes conditions. Et tel fut le cas d'ailleurs, parce qu'il revenait de la Mecque, il était totalement content. Il raconta à sa famille et à qui voulait l'entendre qu'une fois à la Mecque, il a été choisi pour nettoyer la Kaaba, ce qui est un signe de bénédiction. Voilà l'homme, un épisode, une ouverture sur l'homme qu'on nous a présenté comme un assassin dans notre histoire. Et à son retour, il n'a pas été inquiété par la justice coloniale, et à son retour en Guinée, Sékou Touré ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit, il l'a accueilli, mais comme il savait qu'il avait la machine de complot qu'il mettait en place,
eh bien, il a pris tout son temps pour pouvoir l'arrêter, dans des circonstances qu'on va rapporter brièvement tout à l'heure. Et les circonstances dans lesquelles il va arrêter David Silla sont assez scabreuses. Mais l'homme était condamné d'avance pour avoir été un membre du BAG, pour avoir connu qui était Sékou Touré, malgré sa bonne foi, ses larmes devant Sékou Touré en priant pour qu'il se réconcilie au nom de l'unité nationale, eh bien, il n'échappera pas au coopéré du complot permanent que Sékou Touré a monté en Guinée. Émile Papa raconte une scène. On a parlé ici de Hadja Lofo, qui était une militante très convaincue du RDA. Pendant les scènes de 1955, c'est elle qui demandait que David Tono soit arrêté. Elle était très critique de David Tono. Mais rappelons qu'en 1962, après le congrès de Fola, eh bien, on l'avait mise à l'écart. Donc, quand elle semblait avoir des relations avec David Silla. Et quand David Silla est revenu de la Mecque en 1966, Hadja Lofo la contacta, munie de 7 mois de cola. Elle demanda à Almami David Tonon de bien vouloir avoir une attache maritale à sa propre maman qui vivait avec elle. Et quand cette maman décéda, Almami David Tonon se rendit chez Hadja Lofo. Il fut accueilli par des regards suspicieux. Déjà, on le mettait en surveillance. Émile indique que le ministre de la Sécurité de l'époque, Bama Marcel Mato, le fit convoquer au bureau et l'interrogea sur ses relations avec Almami David Tonon. Quand il expliqua au commissaire un certain Baboy qui était en charge de l'interrogatoire, celui-ci lui répondit qu'il était désolé et ne faisait que suivre des ordres. Eh bien, peu après cette convocation de Émile, son papa, Almami David Silla sera arrêté à son domicile. Il sera arrêté avec son cousin, dont on a dit qu'il était l'ami de Tcherno Kelron, qui s'appelait Daoud Dagbe, qu'on nommait dans la famille Dédé. Il est devenu greffier. Ils seront détenus au Camboiro. Le frère de Émile, son papa, Dédé, sera libéré au bout de 3 mois. Almami David Tonon restera plusieurs mois, dont on ne nous a pas communiqué la durée. Il était sérieusement malade d'un diabète aigu. Et bon, on le sortira pour l'amener à Donka. Il mourra 8 jours plus tard. Émile ton papa fait mention d'une légende qui est très répandue en Guinée, celle que Sékou Touré a appris tardivement l'arrestation d'Almami David Tonon et qu'il était furieux quand il a appris, il a demandé qu'on le libère immédiatement. Mais ça, c'est faux. Sékou Touré avait déjà prévu d'arrêter Bama Marcel Mato, qui était le ministre de l'Intérieur. Eh bien, il le poussait, il le compromettait au niveau de l'opinion en montrant que c'est un gars qui est abusif. Eh bien, il ordonnera qu'on le libère. Et quand Almami David Silla mourra, Sékou Touré avait ordonné qu'on fasse des funérailles, qu'on ramène le corps avec toute la pompe possible, après l'avoir emprisonné pendant environ plus d'1 an. Et le monsieur sera enterré. Et Bama Marcel Mato, qui était déjà dans le viseur, parce qu'après avoir exécuté les basses œuvres de Sékou Touré, de s'être débarrassé de David Tonon, pendant emprisonné jusqu'au moment où on a su qu'il allait mourir, on le libère. Eh bien, la personne qui avait été chargée en tant que ministre de l'Intérieur de l'arrêter, elle aussi, elle sera arrêtée pendant les vagues. Quelques mois plus tard, moins de 2 ans plus tard, pendant les purges de 1971, elle disparaîtra dans les fosses communes. Quant à Tcherno Kelron, Émile ton papa indique qu'il mourra démuni et abandonné par le PDG. Et les 2 victimes de cette machination, Bama Marcel Mato et Tcherno Kelron, qui ont servi aveuglement le PDG, eh bien, Sékou Touré, après les avoir utilisés, les fait systématiquement disparaître, n'ont été épargnés que les fidèles parmi les fidèles et ceux des membres de sa famille. Il ne servait à rien d'être son complice, de lui demander pardon, de lui dire que vous êtes frère. Rien ne marchait dans la tête de ce psychopathe. Seuls les membres de sa famille restreinte comptaient. On peut se demander pourquoi. Et ma théorie là-dessus, ce n'est qu'une théorie, c'est qu'en tant qu'enfant bâtard, il cherchait à plaire aux membres de sa famille, de la famille de son père. Seul quelque chose comme la psychanalyse,
les théories de psychanalyse, comme je me hasarde ici à faire, peuvent expliquer ce comportement de psychopathe. Eh bien, voilà donc l'histoire rapportée par Émile Tompapa, et nous saluons beaucoup son courage et l'intérêt la contribution qu'il a faite pour notre histoire, et nous savons que nous nous en servirons pour éclairer une page tragique de notre histoire et pour laver des souillures le fait absolument criminel d'utiliser une jeune fille de 20 ans, innocente, sans éducation, d'en faire une héroïne pour pouvoir toujours servir les désirs mégalomaniaques et les entreprises criminelles du PDG. Balia Camara n'a été qu'une victime accidentelle de la violence que le PDG a instaurée en Guinée et dans laquelle son mari aura été un acteur, une des mains exécutrices. Donc, je m'arrête là. Nous saluons la mémoire de toutes ces victimes innocentes et nous prions les Guinéens de prendre conscience de l'ampleur des dégâts commis par le régime de Sékou Touré, de chercher par tous les moyens à les éradiquer des esprits, sans quoi nous resterons éternellement sous l'emprise de ce règne de démons. Wassalam. Merci, M. Ba, pour votre brillant exposé. Donc, on va passer la parole maintenant au panel de la Commission centrale de portage occidentale pour Diallo. M. Lamine Diallo, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Oui, je suis à l'écoute. Si vous m'entendez. Oui. Nous vous entendons. D'accord. Merci Bachir pour cet exposé qui nous éclaire sur les circonstances de la mort de Balia Camara et tous les personnages autour. Parce que cette dame, à part le fait que on dit que c'était une héroïne de la lutte contre la colonisation, il n'y a aucune biographie faite sur elle, par le PDG. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelait Balia Camara. Tout ce qu'on nous racontait, c'est qu'elle s'appelait Balia Camara et qu'elle a été tuée par David Tondo, par un sabre. Donc, qui elle était, son passé, sa vie, rien. Donc, voilà que le livre d'Émile Tompapa nous éclaire sur non seulement qui était Balia Camara, mais sur les circonstances, les vraies circonstances de sa mort. Donc, ça, c'est une œuvre extraordinaire. Et ça vient complètement démonter cette histoire montée de toutes pièces par les propagandistes du PDG. C'est à Sékou Touré pour se trouver une héroïne nationale et pour salir les chefs de canton et la chefferie de l'époque. Parce que c'est ça l'objectif en fait. Donc, je vais toujours remercier Fréquence Gandalf, cette radio qui nous donne l'opportunité de venir ici et de parler toujours des feuilletons de la vie de la Guinée, de la vie politique de la Guinée, surtout sous le régime de Sékou Touré. Donc, cette histoire est vraiment intéressante et je suis sûr qu'elle va éclairer beaucoup de Guinéens, l'émission là surtout, et le livre, malheureusement, chez nous, les gens ne lisent pas beaucoup. Et nous devons aussi remercier Émile Tompapa qui a quand même, avant de mourir, a eu la présence d'esprit d'écrire ce livre. Pas pour parler de lui, mais pour parler de Balia Camara et éclairer l'opinion guinéenne sur la vie de cette dame et les circonstances de sa mort. Donc, comme on le voit, en fait, la mort de Balia Camara a été occasionnée par les membres du RDA de l'époque, sous le truc qui était venu agresser le chef de canton David Tom, donc qui tout simplement revenait d'un baptême et qui l'ont embusqué. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait jamais eu tous ces dégâts et Balia n'aurait pas trouvé la mort.
parce qu'elle a été blessée, et comme Bachir l'a montré ici, par un éclat de gaz lacrymogène. Donc, nous apprenons toujours quelque chose de nouveau sur le régime de Sékou Touré. C'est des trucs cousus de fil blanc. Hein? Des tas de mensonges, rien n'est vrai. Hein? Ni sur sa vie, à lui, Sékou Touré, ni sur tous les événements qui sont passés sur le truc. Tout ça, c'est du montage. Hein? C'est de la propagande. Et la vie de Balia Camara ne l'intéresse pas. Il ne connaissait pas cette pauvre dame, c'était une jeune fille à l'époque. Elle n'était pas dans le mouvement politique. Hein. On l'a tout simplement utilisée pour la propagande. Hein. Ce monsieur Clairon, qui était son mari, hein, comme l'exposé le montre, hein, il était furieux contre David Tondon parce qu'on l'a attrapé en train de détourner de l'argent et voler. Il a été jeté en prison. Et c'est grâce à David Tondon qu'on l'a libéré. Mais c'est normal, on ne peut pas, vous voyez ce que la corruption fait. On ne peut pas puiser dans les caisses d'une entreprise ou d'une organisation quelconque, comme ils le font aujourd'hui en Guinée. Donc c'est ça. Donc il était furieux parce qu'il s'est retrouvé en prison. Et c'est là-bas certainement qu'on l'a recruté parce que, comme Bachir l'indique bien, le RDA recrutait des voyous hein, qu'ils utilisaient pour agresser les autres. Mais Sékou Touré faisait tout ça parce qu'il avait la couverture de son amant Corny Janté. Parce que sinon, il n'osait pas s'attaquer à David Tondon. Donc, c'est plus souvent, comme on le dit un peu, si vous regardez le ciel et vous voyez une tortue voler, c'est que celui qui l'a propulsé n'est pas loin. Donc, c'est avec cette complicité et la couverture de Corny Janté qu'il se permettait toute cette violence-là en Guinée. Et d'ailleurs, Bachir l'indique très bien dans l'exposé ici, et comme c'est écrit dans le livre, hein, le commandant de la région de Dibreka n'a même pas, et le gouverneur de Conakry, n'ont pas demandé l'opinion du gouverneur général de l'AOF, Corny Janté, parce qu'il savait qu'il allait probablement dire non, parce qu'il n'aime pas qu'on touche à son maman. Il l'a laissé faire. Et c'était son complice, c'était son agent hein, pour faire les salles des hommes en Guinée là-bas. Mais Corny Janté est tombé dans son propre piège quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 et a décidé d'émanciper les pays africains, les colonies en Afrique. Alors, c'est là où Corny Janté est tombé dans son propre piège, parce que lui, Corny Janté, ne voulait pas entendre parler d'émancipation des colonies, d'indépendance des colonies. Et certainement, Sékou Touré à l'époque ne parlait pas de ça. Mais nous avons dit ici que, j'ai montré ici à maintes émissions que Sékou Touré n'était pas pour l'indépendance. Donc, il jouait le jeu de Corny Janté. Hein? Ce n'est que vers la fin que les étudiants et le mouvement des jeunes et la pression l'ont convaincu d'accepter le principe de l'indépendance en Guinée. Donc, ce n'était pas son idée à lui, ce n'était pas son programme à lui. Alors, certainement, le discours de Sékou Touré devant De Gaulle a surpris Corny Janté. Et par la suite, ils ont tout fait pour que Sékou Touré aille demander pardon à De Gaulle. De Gaulle a dit non, il ne reçoit pas Sékou Touré, parce que c'est un monsieur qui n'a pas de parole. Et pourquoi De Gaulle a dit ça? Que Sékou Touré, c'est un monsieur qui n'a pas de parole. Parce que, comme Houphouët-Boigny l'a indiqué dans son discours, le groupe de Sékou Touré avait envoyé un mémorandum au général De Gaulle, dans lequel ils n'ont jamais parlé d'indépendance. Hein?
de souveraineté nationale. Non, vous voyez, Houphouët-Boigny, dans son discours, indique bien ça. Il dit que c'est lui, Houphouët, qui a dit au général de Gaulle de donner l'option de l'indépendance dans sa proposition de la communauté avec les pays, avec les colonies. Donc, de Gaulle savait ça. De Gaulle savait qu'il avait eu ce mémorandum. Donc, pour que Sékou Touré vienne tenir un discours comme ça devant lui, c'est que le bonhomme n'a pas de parole. Et qu'est-ce qu'il avait dit en privé à l'aéroport de Conakry, à De Gaulle, avant d'arriver à la permanence. Donc, franchement, je suis très content pour l'émission là, parce que au moins aujourd'hui, je sais qui est Mbalia Camara, je sais où elle est née, je sais quand elle est venue chez ses parents adoptifs, quand elle s'est mariée, et qui était son mari. Donc, merci beaucoup Bachir pour avoir déniché, franchement, recherché ça et tombé sur le livre là, et venir nous éclairer ici sur la réalité et les circonstances de la mort de Mbalia Camara. Ce n'était pas une héroïne nationale, elle ne devait pas l'être, on ne devait pas l'utiliser, et je suis sûr que s'il y a l'au-delà, elle devrait demander à Sékou Touré pourquoi elle l'a utilisé sans sa permission. Et vous savez, certainement, après la mort de Sékou Touré, en 1984, et la journée du 9 février a été annulée comme fête nationale des femmes, et on a utilisé la révolte des femmes qui s'était passée en été comme la fête nationale des femmes. Ce n'est qu'avec le retour du tandem Jean-Marie Doré, Alpha Condé pendant la transition, et maintenant qu'on a ramené encore cette date-là de la fête des femmes au 9 février. Et donc, c'est le retour du PDG et de ces mensonges-là. C'est ce que nous avons aujourd'hui encore. Donc, c'est bien de venir démonter ces histoires-là ici et montrer aux gens que tout ça, c'est des fables. Ça n'a rien de réel. C'est comme on le dit, un truc. Donc, c'est des histoires montées de toutes pièces. Donc, on est très content d'entendre ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'émission, pour cet exposé-là. Je vous rends le micro. Merci, M. Lamine Diallo. Thierry Ibrahim, si vous nous écoutez, vos contributions. Je vous remercie, M. Barry. Je remercie aussi Bachir et Lamine Diallo. Et pour tout ce qui a été fait, Bachir a fait du très bon travail et il va élucider beaucoup de points noirs de l'histoire de Guinée et surtout le parcours du PDG. On a compris que ça, c'est un parcours extrêmement dangereux pour le peuple de Guinée, pour les populations qui habitent le territoire. Et quand on se rappelle que lorsque nous étions à l'école, lorsqu'on nous parlait de Mbalia Camara, nous étions sûrs que ça, c'est une héroïne nationale, c'est qui était une combattante pour l'indépendance de la Guinée, qui a été assassinée froidement par un certain Almami David. Alors, nous étions sûrs de ça et que nous étions très convaincus. Et je suis sûr que aujourd'hui, les jeunes actuels aussi de Guinée croient à ça. Et que tous les gens de ma génération et même de la génération un peu avant sont sûrs que cette version était une réalité. Mais voilà, nous découvrons tous les jours que Sékou, dès le premier jour de son engagement dans la politique, il a commencé à combattre
ses adversaires et sans limite. C'est-à-dire il allait même menacer leur vie, tuer les gens pour obtenir le pouvoir. Alors, le 9 février en Guinée était une fête. Il faut que tout le monde sorte. Nous étions obligés de porter des tenues blanches. C'est que vous voulez que nous tous nous portions des tenues blanches. Un jour, moi, je suis venu avec un pantalon qui n'est pas de la couleur blanche, mais seulement la chemise était blanche. On m'a dit d'aller immédiatement à la maison et changer et porter une tenue blanche et venir. Donc tout était faux avec le PDG et son chef. Son chef, c'est Sékou Touré. Ce mouvement politique n'a fait que nuire la Guinée, parce que c'est ce qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, merci Bachir pour toutes ces recherches et on va continuer encore à recommander aux jeunes, à recommander à tous les intellectuels de lire le livre d'Émile Tonton et lire tous ses écrits parce que lui vraiment il a été très utile pour l'histoire de la Guinée. Il raconte la vérité et je suis très curieux et je voudrais voir le livre, mais je vais demander à Bachir comment l'obtenir. Il a parlé de Amazon, mais je vais chercher à l'acheter. Et c'est ce que je recommande à tous ceux qui veulent m'écouter. Donc, nous ne finirons jamais de découvrir les mensonges, le machiavélisme de Sékou Touré et de ses compagnons. Bon, mais ce qui m'étonne de plus, c'est comment nos aînés ne pouvaient pas être prévoyants et comprendre l'allure de cet homme était très dangereuse pour leur vie. Et la lutte de Sékou Touré contre le BAG, surtout de tous ceux qui ont adhéré au BAG. Pour ceux qui ne savent pas, les jeunes actuels, je vais leur dire que le BAG, c'était le bloc africain de Guinée. C'est le parti créé par Barry Diawad. Donc, le parti était beaucoup implanté en Basse-Guinée et en Haute-Guinée. Particulièrement beaucoup en Haute-Guinée, beaucoup en Basse-Guinée. Donc, comment ils n'ont pas pu voir l'allure de cet homme, comment il a lutté contre les membres de leur parti politique, savoir qu'après la démolition de leur parti, c'est leur personne, c'est leur vie même qui était en danger. Donc ça, c'est très étonnant parce que moi, quand quelqu'un vient, il gifle et Lamine Diallo, il gifle Bachir, je ne saurais jamais ce qu'il a fait avec Abdourahmane Bari, je prendrai déjà la tangente. Donc, là, j'allais comprendre que l'intéressé vient pour gifler, pour battre les membres de la commission centrale de Port-Alfie Bantal. Donc, tu touches à Bachir, tu touches à Lamine, tu touches à Bachir, je ne saurais pas ce que tu as fait à Abdourahmane, moi je vais prendre la tangente. Donc c'est ça l'observation. Quelqu'un doit pouvoir observer et faire et prévoir ce qui risque d'arriver. Donc cela m'inquiète beaucoup et j'ai toujours pensé à ça, qu'ils ont été très négligents nos aînés. Ils ont attendu que Sékou Touré les prenne tous un à un comme des poulets et les assassinent lâchement après beaucoup de tortures et puis les mettre dans des fosses communes et inventer toutes sortes de mensonges sur des hommes de valeur comme ça.
et des hommes sages, de très bonne origine. Donc, cela est vraiment triste. C'est beaucoup triste et toujours quand je suis seul, je pense à ça. Et que malheureusement, c'est ce qui continue. Plus de 60 ans que nous vivons la même tragédie. Donc, c'était ce que je pouvais apporter aujourd'hui. Moi, Thierno Ibrahima Diallo. Merci. Merci, M. Diallo. Alors, Ella Sankarela et le panel de la grande radio Portal, on vous passe la parole pour votre contribution sur ces révélations, sur cette grande œuvre très utile pour l'avenir de notre pays, parce que l'histoire de la Guinée a été un mensonge pur et simple, monté toutes pièces par Sékou Touré et son système. Donc des livres comme ça, des travaux comme ça sont très bénéfiques, sont très utiles pour faire comprendre à la génération future, aux générations futures, ce qu'a été notre vraie histoire. Donc, nous vous passons la parole, le panel de la grande radio Gandal, de la Sankarela. Merci. Je pense qu'après ce que vient de développer Bachir, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ça ne fait que conforter ce que nous avions dit par le passé sur cette antenne. Nous avions dit que l'histoire de Mbalia a été un faux débat. À l'époque coloniale, ça a été une manipulation, une désinformation totale pour pouvoir trouver une issue au mensonge de Sékou Touré. Le parti a été bâti sur des mensonges depuis le départ. Sékou lui-même, il a été bâti sur des mensonges. Donc cela vient nous conforter, cela vient conforter. Et Émile ton papa n'est pas n'importe qui. Il a été témoin de l'histoire coloniale de la Guinée et des indépendances en Afrique. Sa parole ne peut être qu'une vérité. Et il dit bien qu'il a écrit son livre pour qu'il soit publié après sa mort. Parce que c'est certain, s'il avait dit cela à l'époque de Sékou Touré, il serait pendu haut et fort. Alors, je pense que le travail de Portal Fibantal pour mettre à nu l'histoire récente de la Guinée est un travail salutaire. Parce que jusqu'à présent, les gens croient que Mbalia est une héroïne. Ne le sachant pas. Toute la jeune génération qui ne le sait pas pense à cela. Mais la vérité poindra toujours. Si Elhadji Ibrahima a ajouté quelque chose, je pense que il peut le faire. Elhadji, votre micro est ouvert. Ok, je vous remercie, Elhadji. Vous m'entendez? Oui. Donc, je vous remercie. Et bonsoir à la commission centrale de Portal Fibantal et bienvenue encore chez vous. Bonsoir, chers auditeurs. L'émission d'aujourd'hui est particulière, à mon avis, parce qu'effectivement, il y a une vérité qui vient d'éclater, vérité dite par des proches de victimes qui sont transformées en héroïnes. Mais je ne connais pas Mbalia, comme vous tous, je l'ai appris à l'école ou bien étant tout jeune,
J'ai entendu parler Mbalia. Voilà. Mais pour ce qui est de Émile ton papa, ce que je retiens de ce monsieur, Elad Sankarela l'a bien dit, il n'est pas n'importe qui. Il est témoin de l'histoire coloniale de la Guinée. Il est témoin de l'indépendance, du lendemain de l'indépendance de la Guinée, témoin de la révolution. Et aussi, il a eu à gérer la radio. Il a des empreintes indélébiles à certains endroits. Pour la jeune génération, je dirais que c'est M. Émile Tompapa qui avait créé l'émission L'Histoire de Conakry, à la veille du cinquantenaire de la ville, du centenaire de la ville de Conakry. C'était 1898-1998. Et il a eu à parler aussi à la veille du cinquantenaire de la République de Guinée en l'an 2008. Alors c'est ce monsieur qui avait dans ses émissions, qui nous donnait la raison pour laquelle on appelait Kamayen, on a appelé l'hôpital Donka, cette zone, ou encore pourquoi Temnetaï, pourquoi Koulewondi, pourquoi Koronti, donner la genèse de ces appellations. Et souvenir personnel, c'est avec ce monsieur aussi que j'ai vu pour la première fois un magnétophone portable, que les journalistes avaient. Donc ils avaient une sacoche, un sac, un plastique dessus et des bandes qui tournaient. Des rouleaux, ils utilisaient des rouleaux qui tournaient. C'était les magnétophones qu'on appelle aujourd'hui Niagara, outil indispensable du reporter. Alors, c'est M. Émile Tompapa aussi, et avec deux autres personnes, avec l'aide de M. Fodeba Keïta, qui ont eu l'idée de la création de l'ensemble instrumental de la radiodiffusion nationale. On appelle aujourd'hui ensemble instrumental et choral de la RDC. C'est l'équivalent de l'orchestre philharmonique de la BBC, etc., ou de l'ORTF à l'époque. Ce monsieur est un musicien aussi, et musicologue. Journaliste qui a couvert la visite du général de Gaulle, le 25 août 1958 à Conakry. C'est lui qui a eu aussi, disons, le privilège de remettre au général de Gaulle sa casquette qu'il avait oubliée sur la table à l'Assemblée territoriale. Et c'est lui qui nous a fait comprendre aussi que le bouquet de fleurs que le général de Gaulle a reçu, c'était des mains de Tanti Poupon, qui était africain et qui animait une émission pour enfants. Bon, on revient en Mbalia, la pauvre, qui est héroïne sans le vouloir. Mes frères et sœurs, l'intoxication a été une arme redoutable du PDG. Une arme que la propagande du PDG en a fait usage régulièrement. Pour beaucoup, nous avons vu le premier marché, le plus grand marché de la Guinée, le marché Mbalia, c'est le marché Madina. On a comité Mbalia, ou PRL Mbalia, on a le bâtiment Mbalia au campus de l'université de Conakry, qui était le campus des femmes, école Mbalia, camp Mbalia à Koundara, je crois que c'est le camp Mbalia. Et le 9 février arrivait, souvenir d'enfance, c'était la journée des femmes, cortège, première dame, Mme André Touré, motocarde, cortège de Motoro, c'était les motos de triomphe pilotées par des femmes gendarmes ou des femmes policières de Guinée. C'est quelque chose qui était très intéressant et très beau à voir, mais encore sur du mensonge. Alors, mes frères, M. Émile Tompapa
s'il a eu le courage, non, l'honnêteté intellectuelle de le dire, je le remercie, je le félicite. Il n'est pas parti avec dans la tombe comme Jean-Marie Doré nous disait que ce n'est ni l'UFDG ni le RPG qui a construit le mensonge de l'eau empoisonnée. Et qui ne le dira pas. Et il est parti avec ça. Et Milton Papa a préféré dire la vérité, à dire ce qu'il sait. Parce qu'il nous avait expliqué à travers beaucoup de ses émissions, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Mais la cerise sur le gâteau est ce qu'il vient de nous offrir là, sur la vérité, là, du décès de Balia Camara. Beaucoup de personnes ne font pas de lien ou ne cherchent pas à comprendre pourquoi et comment. Nous avions eu à dire, lorsqu'on a parlé de Mme Lofo ici, je l'avais bien souligné, lorsque Mme Lofo a perdu sa maman, il semble, une anecdote que j'avais eu à dire ici lors de cette émission, que Sékou Touré, Saïfoula El Diallo et Béavogui sont allés saluer Mme Lofo. Parce que comme elle était déjà en disgrâce, elle habitait pas loin de la présidence, dans les anciens bâtiments qu'occupe aujourd'hui une partie du parking de l'hôtel d'Indépendance de Novotel, que Sékou Touré serait rendu là avec ses deux amis. Ils ont présenté les condoléances, mais il s'est trouvé que David Tondong était assis dans le salon. Et que c'était comme il était obligé de serrer la main à David Tondong. Et beaucoup disent que ça fait partie de lui, et c'est l'une des raisons pour laquelle Mme Lofo aurait été arrêtée. Et vous vous souviendrez que Saïdou Keïta est revenu d'une exécution en disant qu'on a tiré sur elle jusqu'à ce que la fumée est sortie de ses nez. En cas bon, ici, c'est qu'il faut qu'on dise. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Madame Lofo est une héroïne à la place de Balia. Beaucoup d'autres sont des héroïnes. Mais lorsqu'on me dit que Madame Hadja Mafori Bangoura, Mbalia, Samori, Morifinjam, Alpha Yaya et Sékou Touré cohabitent à Donka, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors s'ils ont adopté Mbalia, ce n'est pas mauvais en soi. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne connais pas beaucoup sur Mbalia, mais sur M. Milton Papa, il nous a été d'un grand service. Et il a effectivement écrit beaucoup d'éléments sonores. Il y a beaucoup d'éléments sonores au niveau de la radio. Je vous remercie. Merci Elage. Donc Ella Sankarela, si vous voyez le téléphone, le numéro de notre frère la Baïlo de la France, vous pouvez lui ouvrir le micro. Et maintenant, ceux qui veulent contribuer, veulent intervenir avant qu'on ne passe à la série de questions. Je vous le dirai. Ok. So, Oui. Ella Sankarela. Donc, je voudrais alors poser la première question à M. Ba. Monsieur Ba, je voudrais vous demander si au cours de vos recherches, parce que je sais que vous faites assez de recherches sur l'histoire de la Guinée, avez-vous trouvé des informations faisant état d'activités de Balia Camara comme étant d'activités de Balia Camara comme militante d'un parti politique?
Et s'il y en a, quel est le parti dont elle était membre? Non, non. Et ton papa qui est en toute logique frère presque adoptif indique clairement qu'elle avait 20 ans. Hein, elle venait d'avoir 20 ans. Elle n'a pas été à l'école. Elle est venue dans la famille de Émile ton papa à l'âge de 10 ans. Elle est restée pendant 7 ans. À 17 ans, elle a été mariée à un homme de 45 ans, un ancien militaire français, un ancien combattant, qui l'a amenée au village. Elle a eu une première grossesse, elle a eu un premier enfant dont le nom a été donné à David Tondon pour les liens qu'on a relatés. Il n'y a aucune mention. Et Émile, ton papa, le dit clairement. Elle n'est pas connue pour être militante. Elle n'était pas sur la scène des attaques. Elle était à la rivière. Elle tentait de fuir. Elle était enceinte quand elle a été touchée par une balle. Donc c'est une histoire à nous tous qui avons été abreuvés de cette mythologie. C'est comme une douche froide qu'on te jette d'abord quand tu lis. Bon. Et quand tu relis après, tu dis, mais on m'a encore abusé, parce qu'on ne connaîtra jamais la fin de ces mensonges cousus de toutes pièces et enseignés et logés dans la tête de jeunes personnes. Elle n'avait aucune activité, son passé, son âge, dans notre société, montre clairement que c'était tout un mensonge. Tout un mensonge. Et Milton Papa insiste bien que quand elle est morte en février, c'était la campagne préélectorale de 1955. Le PDG s'en est saisi pour s'attaquer au BAG, dont David Tondon était le membre. Donc c'est cousu de toutes pièces. Merci. Comment appréciez-vous alors le travail de tonton de Émile ton papa, et puis quel sort, pourquoi, disons, qu'est-ce qu'il a expliqué le fait qu'il n'ait pas publié son livre du temps du pouvoir de Sékou Touré? Il a dit, j'ai répété la phrase, il a dit que s'il s'était amusé par impudence ou par effronterie à écrire ce livre, le livre ne serait pas en train d'apprendre ce qu'il était en train de leur apprendre, on l'aurait tué. Ça, c'est clair. Donc, si on voit bien, c'est-à-dire le danger avec le régime de Sékou Touré, c'est pas seulement d'éliminer les adversaires, il faut laver, il faut détourner les faits, créer une réalité fictive. Et le complot permanent avait pour but, comme Alain Sankara l'a montré ici, d'éliminer tout témoignage possible. C'est pour ça que David Tondon a été éliminé, parce que c'était des gens qui se doutaient qu'un jour ils auraient pu écrire, ce que David Tondon était réputé être un très très bon littéraire. Il avait un français impeccable de ce que Émile Papa rapporte. Donc il fallait qu'il les liquide tous pour pouvoir justement implanter les mensonges. Parce qu'il savait pertinemment que c'est des mensonges. Donc des gens seraient en train de miner la propagande mensongère qui était en train d'établir. Donc il fallait les liquider en même temps. Donc c'est ça qui rend le règne de Sékou Touré encore beaucoup plus dévastateur. C'est non seulement les tueries, mais la tabula rasa qu'il opère pour préparer les esprits à des mensonges et les cultiver pour qu'ils grandissent avec. Chez nous, on dit qu'on peut tolérer un voleur mieux qu'un menteur, parce que le menteur, il sème le discrédit dans tout le village. Et personne ne sait plus à quel sens avouer. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est ça qui est grave. Alors? Oui. Oui. Oui, j'aimerais rajouter aussi à ça, parce que, à ce que Bachir a dit, il ne pouvait pas écrire un livre du temps du PDG. D'ailleurs, personne n'a écrit un livre du temps du PDG. Tous les livres qui ont été écrits sur la dictature du régime de Sékou Touré, sur ce qui s'est passé là-bas, ont été faits soit en dehors de la Guinée, soit après la mort de Sékou Touré. Rappelez-vous très bien que le livre de Jean-Paul Alata, Prison d'Afrique, qu'il a écrit en France après sa libération, n'a pas été publié. La France a interdit la publication du livre. C'était le contrat qu'ils avaient entre eux et le gouvernement de Giscard d'Estaing et celui de Sékou Touré. C'est que les prisonniers libérés n'écrivent pas. Donc, quand
l'autre a voulu écrire, Jean-Paul Alata a voulu écrire son livre sur prison d'Afrique. Le livre a été confisqué, lui il a été exilé à Abidjan et puis on sait, il est mort après, par la suite assassiné. Donc personne n'a écrit, c'est ce que je voulais rajouter ici, personne n'a écrit un livre en Guinée sous le régime de Sékou Touré. Merci. Voilà. Encore, comment peut-on expliquer cette fabrication, disons, de faux héros? Et nous parlons aujourd'hui de Mbalia Camara, paix à son âme. Bon, mais qu'est-ce qui explique le silence sur des gens comme les Yacine Diallo? Dans quelle stratégie Sékou Touré, quelle était la stratégie de Sékou Touré à faire taire des gens qui ont été vraiment très actifs, des patriotes, les Yacine Diallo, mais à fabriquer des héros comme Mbalia Camara? Monsieur Lamine Diallo et Bachir, ça participe de la même, ça participe de la même entreprise de créer c'est une forme de folie d'enlever, d'effacer toute l'histoire pour pouvoir mentir à volonté. Parce que c'est ça, parce que si on avait parlé, même si j'étais le nom de Diallo Yacine, il y a même des légendes qui disent que on a conseillé des chamans, on conseille à Sékou Touré de ne pas prononcer le nom de Diallo Yacine, parce que ça allait porter ombrage. Mais la lecture racinaire qu'on peut faire de ce genre de légende, c'est que il savait qu'il ne pouvait pas peser grand-chose devant un Diallo Yacine. Il savait que c'est un homme qui ne pouvait pas être à la cheville. Donc il fallait à tout prix l'effacer de l'histoire de la Guinée. À la place, il fallait construire des légendes et en même temps éliminer toute personne qui aurait la capacité, je dis la capacité, le potentiel, ce n'est même pas la volonté, de contredire ces fausses légendes. C'est ce qui a fait l'élimination de tous ceux qui connaissaient l'histoire des Maliens, de ceux qui connaissaient les luttes la violence à laquelle le PDG s'est livré pour assurer sa suprématie, et taire totalement cette page de l'histoire. Comme on l'a répété ici à plusieurs reprises, quand on parle du PDG, on parle de la création en 1947, de la grève de 52, et puis on saute directement, on parle de la loi cadre, l'abolition de la chefferie, et puis on saute au discours du 28 septembre. Il y a les 3 années cruciales pendant lesquelles Sékou Touré a fait régner sa terreur en Guinée. Ça, il s'est arrangé pour la taire totalement, l'effacer des livres, éliminer toute personne potentielle capable de témoigner et de la révéler, et éliminer toute personne dont la statue aurait pu amoindrir son truc. C'est cette forme de folie, de culte de la personnalité qui nous a été fatale, qui a été fatale à la Guinée. Les gens ne l'ont pas vu venir, et en plus de ça, il y avait la psychose, parce qu'on disait toujours aux gens, on pouvait t'arrêter à tout moment. Si on trouve des manuscrits en plus dans lesquels tu as écrit des choses, figure-toi que ton destin est encore beaucoup plus tragique. Donc les gens n'écrivaient pas. Et personne n'écrivait par peur. La psychose venait s'ajouter à la volonté de l'État d'écrire sa propre page de l'histoire pour magnifier une seule personne, écraser toute personne qui pouvait lui porter ombrage et fabriquer des héros faux qui n'ont aucune portée parce que bon, on ne peut pas poser des questions. Et comme on l'a révélé ici, personne ne pose des questions sur Mbalia. Les gens avalent ça comme ça. Personne. Personne ne se dit où elle est née. C'est comme si elle était tombée du ciel. À part l'œuvre que Émile ton papa nous donne aujourd'hui, eh bien, on dirait que c'est comme un mythe, Mbalia Camara. On l'a enseigné comme un mythe. Et les totalitaristes fonctionnent comme ça, effectivement, en créant des mythes qui détachent les raisons de la réalité pour empêcher toute forme de critique. Merci. Voilà. Donc, nous sommes vers la fin de notre émission. Mais d'ici là, oui, qui veut intervenir? Moi, Radi Ibrahim. Allez-y, monsieur Elaz Ibrahim. Je veux juste rajouter quelque chose suite à l'arrestation de la convocation de M. David Tondon, Elaz Tondon. Il a été convoqué par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à l'époque, M. Bama Marcel Mato. Et maintenant, celui qui était chargé de l'interrogatoire, c'était M. Boy Diallo ou Boy Bari, je ne me souviens plus.
Boïba. Mais bref, Boïba, d'accord, merci. Mais juste après les événements de 69, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé le complot Kaman, le complot des militaires, M. Baba Marcel Mato a été affecté à Cancan. Du ministère de l'Intérieur, il a été affecté à Cancan comme ministre délégué de la Haute-Guinée, en remplacement de M. Barisori qui avait été rappelé à Conakry. Et M. Baba Marcel Mato a été arrêté effectivement au cours de la RAF, la deuxième vague d'arrestation de juin-juillet. Et il semblerait que M. Baba Marcel Mato était en route pour le Mali, qu'il tentait de fuir parce qu'il aurait été arrêté entre Sigiri et Kourémalé. Et on l'a ramené à Cancan. C'est à Cancan qu'il a été interrogé avant d'être amené à Conakry. Et justement, il a été bien mentionné justement dans le truc de M. Baba Marcel Mato, qui a été victime aussi, comme ça. Et il a été dit aussi dans les livres sur la prison, dès qu'on l'a amené à la cabine technique, il dit, dites-moi ce que vous voulez que je dise, j'ai dit. Parce qu'il sait ce qui se passait. Il sait par quoi il a passé. Dans la vérité du ministre, c'est bien décrit là-dedans. Et c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, Elage. Donc, Monsieur Ba, votre mot de la fin, avant de conclure notre émission de ce soir. Votre mot de la fin. Eh bien, donc on remercie à travers sa famille ceux qui pourraient nous écouter, les membres de la famille de Émile ton papa, ceux qui pourraient nous écouter, donc on remercie leur papa. On prie pour la miséricorde de Dieu sur son âme et on les encourage à nous contacter éventuellement et en tout cas à publier tout ce qu'il aurait écrit parce que ça va contribuer à éclairer notre histoire. Nous saluons la mémoire de ces personnes innocentes comme Balia Camara qui ont été utilisées sans se rendre compte même par une machine de propagande, de mensonges et d'assassinats. Nous rendons hommage à toutes les victimes de cette époque sanguinaire et dont on continue à souffrir des effets. Et nous encourageons encore les gens à étudier l'histoire, parce que plus on étudie l'histoire, plus on s'arme contre les mensonges. Notre émission ici, ce n'est pas une émission, c'est une école où on apprend tous. On discute, on débat de notre histoire, on éclaire les gens. Sans avoir éclairé les gens, depuis les 36 ans que Sékou Touré est mort, eh bien, on se retrouve toujours au même niveau. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier ce qui nous est arrivé, de comprendre la profondeur du mal et d'avoir des premières étapes pour l'éradiquer de notre société. Il continue à se reproduire comme une malédiction. Ce n'en est pas une. On ne peut pas sauter des pas dans l'histoire. Si on ne comprend pas son histoire, on est condamné à la subir. Donc c'est ça que nous appelons les gens, de faire de la fuite en avant sur des élections gagnées d'avance, sur des institutions bidons, sur un développement qui est totalement farfelu, qui reviennent à la base, aux racines du mal, qui les extirpent. Et à partir de là, si Dieu a créé plusieurs générations, c'est pour que chacune fasse un rôle. Notre génération à nous consiste à éradiquer ces racines du mal, au moins autant qu'on peut, avec les moyens qu'on a, notre devoir. D'autres générations viendront pour expliquer, d'autres générations viendront pour réparer. Mais notre devoir, parce que chacun de nous est limité dans le temps, c'est d'éradiquer, d'aider à désécuritiser la Guinée, à jamais. Je vous remercie.